Les années 1980, l'enracinement d'un mouvement. À l'aube des années 80, le RAC réussit à enlever une gigantesque épine dans son pied. Centraide accepte de subventionner l'organisme. Enfin, cette première subvention sérieuse permet d'embaucher un secrétaire général à temps complet. Ce sera Jean-Marie Damour qui occupera cette fonction le premier. Écoutons M. Damour se rappeler ses débuts au RAC. Remarquez que le RAC à l'époque, c'était pas du tout le RAC d'aujourd'hui, là. Fait que il y avait un conseil d'administration, il y avait des assemblées générales. C'était, euh, c'était minimal. On avait un local et comme j'étais le seul permanent, ben je faisais tout. C'est moi qui rédigeais et publiais l'inforac. L'inforac en gros caractères et l'inforac en braille. On publiait l'inforac, on publiait des lettres. Je dirais que c'était notre principal moyen d'action. Puis évidemment, ben, il y avait les réunions du conseil d'administration. Un premier défi de taille attendait Jean-Marie et le conseil d'administration. L'accès aux aides visuelles, le premier grand combat du RAC. Pour comprendre l'importance de ce combat, il faut revenir un peu en arrière. Au début des années 1970, l'Association des handicapés visuels étudiants du Québec milite pour que les étudiants non-voyants aient accès à des outils spécialisés, lecteurs optiques, machines à écrire braille et matériel adapté. Ces revendications mènent à la création d'un comité gouvernemental présidé par l'optométriste Ernest Girard. En 1974, le rapport Girard recommande que les aides techniques soient couvertes par le régime d'assurance maladie du Québec. C'est la naissance du programme AMEO, aide mécanique, électronique et optique. Pour situer les plus jeunes, AMEO sera plus tard connu sous le nom de Programme d'aide visuelle. Le programme devait être implanté en 3 phases. Une première phase en 1977 visant les enfants de 0 à 18 ans, une deuxième phase en 1978 visant les jeunes adultes de 19 à 35 ans et finalement une troisième phase en 1979 visant les adultes de 36 ans et plus. Mais en 1979, tout s'arrête. Le ministre des Finances de l'époque, Jacques Parizeau, annonce des compressions. La troisième phase est suspendue. Les adultes de plus de 35 ans n'ont pas accès aux aides techniques. Une exclusion inacceptable. La grogne monte. Le RAC entre en scène. Lettre au ministre, mémoire, intervention en commission parlementaire. La mobilisation est massive, mais ce n'est pas suffisant. Le RAC va plus loin. Le 24 novembre 1981, il remet une pétition de 17 400 signatures au cabinet du premier ministre René Lévesque réclamant l'universalité du programme AMEO. Même avec les nouvelles technologies que nous avons en 2025, obtenir 17 400 signatures est un tour de force. Imaginez la somme de travail qu'il aura fallu au RAC pour récolter 17 400 signatures en 1981. Finalement, après 5 ans de lutte, le programme est élargi aux personnes de 36 ans et plus, mais un problème de taille demeure. Seules les personnes en emploi ou aux études sont admissibles. Les aînés, pourtant majoritaires, parmi les personnes non-voyantes, sont exclus. La victoire n'est que partielle. AMEO exclut encore une large majorité des personnes handicapées visuelles. Le RAC, insatisfait, continue le combat. Nous y reviendrons donc durant la prochaine décennie. Structuration du mouvement, section régionale et gouvernance. Comme nous l'avons vu plus tôt, la stabilité financière du RAC était assurée. Cependant, il y a une ombre au tableau. Centraide, acteur majeur de la philanthropie, hésite à continuer le soutien d'un organisme de portée provinciale. Il préfère soutenir des initiatives régionales. Pour répondre à cette contrainte, des sections se créent.
En commençant par le RAC section Montréal qui recevra le financement de Centraide. Le RAC section Québec et le RAC section Outaouais apparaissent peu de temps après. Écoutons Monique Baudouin, cofondatrice de la section Outaouais, nous en parler un peu. Et là est devenue en 84 la création d'un comité provisoire où dont les trois fondateurs surtout, là, c'est d'autres personnes aussi qui ont aidé. On a dû faire des statuts et règlements. Donc, j'avais pas beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ce que j'ai pris dans le temps, c'était Sud provincial, Sud de section Montréal. On s'est fait des statuts et règlements dans l'Outaouais. Et je vais le dire avec les moyens du bord. Parce que, bon, on n'avait pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était écrire à dactylo braille ces documents-là, l'imprimer 20 plus tard. Alors, donc, et en 85, je vais revenir aussi là-dessus, là, c'était l'Assemblée Fondation, mais ça n'a pas été facile non plus de la faire. Le RAC tisse aussi des liens avec des associations déjà actives comme l'Association éducative et récréative des aveugles, présente en Mauricie et au centre du Québec depuis 1972. Avec ces nouvelles sections et les liens tissés avec des associations déjà existantes, le RAC n'en est que plus fort et représentatif. Et rassurez-vous pour l'avenir financier du RAC, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec qui assure maintenant son financement. Une voix forte au sommet socio-économique de 1981. En décembre 1981, le RAC participe activement au sommet socio-économique sur la personne handicapée. Le RAC est de toutes les discussions, Jean-Marie Damour n'hésitant pas à remplacer à pied levé d'autres délégués qui se désistent à la dernière minute. Malgré sa modestie habituelle, il raconte avec une pointe de fierté que, selon les verbatims des discussions du sommet, c'est lui qui a fait le plus d'interventions, plus même que Denis Lazure, alors ministre d'État au développement social. Ce sommet mènera à l'adoption de la politique à part égale, une avancée majeure pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées. Écoutons M. Damour nous raconter la fin du sommet. Dans la session finale, où c'était présidé par le docteur Denis Lazure, et il avait dit dans la déclaration finale, entre autres en parlant de l'intégration au travail, qu'il ne fallait pas que les personnes handicapées qui accédaient au marché du travail soient trop pénalisées. Et il y avait, j'étais pas tout seul, là. Il y avait des gens derrière moi qui surveillaient aussi, qui m'avaient passé un message pour me dire trop pénalisé, là, c'est pas la bonne formulation. Alors, j'étais intervenu auprès de Denis Lazure pour lui dire, vous trouvez pas que le trop est de trop dans trop pénalisé. Et il avait consulté ses collègues et ses conseillers et il avait dit, oui, vous avez raison, M. Damour, ce trop est de trop, on va l'enlever. Un partenariat de longue date, Desjardins et le RAC. En 1983, une autre étape importante est franchie, le début d'une collaboration historique avec Desjardins. Grâce aux efforts du RAC, les relevés de compte deviennent accessibles en braille et en format audio sur cassette. Vous constaterez que ce partenariat, amorcé dans les années 80, se poursuivra pendant des décennies. Quand un bip devient une promesse. À la fin des années 1980, une révolution s'amorce au coin de nos rues. C'est l'apparition des premiers signaux sonores. Pour la majorité des personnes, ce n'est qu'un bip discret, un bruit de fond à peine remarqué. Mais pour des milliers de Québécoises et Québécois vivant avec une déficience visuelle, ce son devient bien plus qu'un bip, ce son devient une promesse, celle de savoir quand traverser une rue, celle de se déplacer librement.
Notons qu'à cette époque, la ville de Québec est un précurseur dans le développement et l'installation de ces signaux sonores. C'est en 1988 que le rack entre dans la danse. À l'époque, les premiers signaux sonores font timidement leur apparition. Le rack et ses partenaires se posent une question essentielle. Comment s'assurer que ces signaux remplissent vraiment leur mission? Comment les rendre véritablement utiles, fiables, sécuritaires? De cette réflexion collective naissent 3 principes fondamentaux qui guideront toutes les actions futures du RAC dans ce dossier. Pour commencer, le son ne doit jamais prêter à confusion. Ensuite, il doit permettre une traversée en ligne droite sans hésitation. Finalement, il ne doit être utilisé que lorsque le risque de conflit avec les véhicules est quasi nul. Ces principes, simples en apparence, sont le fruit d'un gigantesque travail de réflexion. Ils deviendront la pierre angulaire de ce dossier qui connaîtra des développements houleux dans le futur. Mais pour l'instant, l'entente règne au sein du RAC. Profitons donc de cette mer tranquille pour naviguer vers les années 90. Petite pause dans le récit pour souligner celles et ceux qui ont porté le flambeau du RAC durant les années 80. À la présidence, Jacques Larose, André Vincent, Richard Lavigne, Jean Royer, Pierre Ouellette et Alain Bouvard. À la direction, Jean-Marie Damour, Michel Regnault, Luna Bengio, Richard Lavigne et Yves Fleury.